Bonjour, bienvenue sur le plateau de BITV pour le forum Nood. Je reçois Caroline Ellart, directrice territoire de Nood, Christophe Noël, délégué général de la FACT, et puis Emmanuel Leroc, délégué général du Procos. Bonjour, bienvenue sur le plateau télé. Vous sortez d'une conférence intitulée « Gérer au quotidien un lieu en transformation pour en augmenter sa valeur ». Vaste programme. Alors on va rentrer tout doucement dans ce sujet. La première question, elle est peut-être pour Christophe. Je voudrais savoir ta position, ta vision sur le commerce physique. Est-il toujours attractif pour les consommateurs, alors qu'on a prédit l'apocalypse avec le e-commerce, moi le premier d'ailleurs, j'avais titré là-dessus, et peut-être on va rebondir aussi sur cette attractivité, comment on l'entretient. Mais d'abord le commerce physique. Bon, les chiffres le montrent maintenant sur le long terme, et en dépit de la montée en puissance du e-commerce, le commerce physique se porte bien dans notre pays. On continue à voir un développement des chiffres d'affaires, plutôt de la fréquentation aussi des lieux de commerce, ce qui montre que, au-delà de la compétition, ce sont les usages aussi qui changent, l'appétence de nos concitoyens pour des activités qui sont peut-être moins marchandes à proprement parler, mais qui sont relationnelles, qui sont celles des moments passés ensemble. Donc on voit les dynamiques, par exemple, très fortes sur longue période de la restauration, du petit commerce alimentaire aussi. Donc finalement, certains secteurs ont pris le relais d'autres pour faire en sorte que les lieux de commerce demeurent vivants et attractifs. Cette attractivité, les commerçants la ressentent aussi au sein du Procos ? Sur le constat général, il est partagé. C'est-à-dire que, notamment, de dire est-ce que le e-commerce a tué le physique, bon, ça c'est un sujet qui est réglé, qui n'est pas toujours facile à résoudre sur un plan de la gestion des boîtes, parce qu'il y a une partie du chiffre d'affaires qui est faite sur le web et une partie physique. Donc ça, c'est le sujet de modèle économique. Par contre, sur la nécessité d'avoir des lieux, il n'y a pas de sujet. Après, par rapport à ce que dit Christophe, après, la réponse, elle est forcément un peu plus diverse que ça, parce qu'en fait, tout dépend un peu de où on se situe territorialement. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où ça se passe plutôt bien, il y a des endroits où c'est plus complexe, que l'on parle de centre-ville ou de zone. Donc, en tout cas, sur le plan e-commerce pur et dur, il n'y a pas de sujet de ce point de vue-là. Il y a une inquiétude quand même encore assez forte, en tout cas de notre côté, qui est le fait d'avoir des plateformes de type Temu ou Shein, qui en fait sont des règles de fonctionnement, des modalités de fonctionnement, des capacités de rythme de développement, donc de perturbation du tissu économique, et qui sont beaucoup plus rapides que ce qu'on a connu par le passé, avec en plus une approche qualité-produit qui est un peu de dumping, on peut le dire. Et exactement. Donc là, pour le coup, ça, c'est préoccupant parce que ça peut venir amener une couche de plus dans la fragilisation globale du secteur. Pour revenir sur le commerce physique et pour maintenir cette attractivité, j'ai du mal à le dire, est-ce qu'il faut toujours qu'un lieu soit en transformation permanente, Caroline ? Et puis de quelle transformation parle-t-on ? En fait, je voudrais revenir sur l'attractivité du lieu. Finalement, nous, ce qu'on constate sur l'historique de la gestion des lieux de commerce qu'on pratique depuis des années, il y a trois ingrédients principaux finalement à la recette de la réussite. On a parlé pendant la table ronde des aspects de mobilité, d'accessibilité, de visibilité aussi. Ça, c'est souvent le critère numéro un pour le coup. Et il y a beaucoup de moyens de mobilité nouveaux qu'il faut intégrer sur les lieux de commerce. Le deuxième aspect, évidemment, c'est la programmation. Quelles sont les activités et les acteurs qu'on va intégrer dans les lieux qu'on est amené à gérer. Et puis le troisième, c'est l'agrément de visite, l'architecture, les espaces verts. Voilà, c'est tout ça finalement qu'on va devoir amalgamer, non pas en copier-coller, mais en adaptant sur chaque site, de façon à ce que ce soit attractif pour les habitants des territoires dans lesquels les lieux sont implantés. Si on rentre un peu dans le détail sur le mix merchandising, on voit des évolutions vraiment tendancielles. Tu commençais à en évoquer, notamment avec la restauration, avec le loisir, avec le service aussi. Emmanuel avait raison de dire que tous les sites et tous les territoires ne fonctionnent pas aussi bien en matière de commerce. Ce qui aujourd'hui semble faire la différence dans l'évolution des sites qu'on mesure, c'est
très clairement la diversité des offres, presque au-delà d'ailleurs de ce que tu évoques aussi à juste titre, hein, la qualité de l'expérience client, du design, de l'environnement, des fondamentaux. Cet enjeu de diversification des fonctions, des usages qu'est capable de proposer un lieu de commerce, aujourd'hui, c'est ce que nous, on identifie comme étant le plus grand facteur de performance ou au contraire de délaissement de certains actifs. Emmanuel, sur Oui. l'évolution du mix. En fait, juste un point qu'il faut rappeler, c'est que tu as quand même deux profils de commerce au sens, enfin c'est un peu caricatural, mais tu as des achats du quotidien. Et donc là, tu es sur des sujets qui peuvent être plus proximité, mais la proximité pouvant être 10 minutes en voiture. C'est pas, mais en tout cas, là pour le coup, ta raison de te déplacer, c'est des besoins primaires, entre guillemets, hein, d'alimentation, etc. Et puis, tu as les autres besoins qui sont beaucoup moins fréquents, sur lesquels tu peux arbitrer en plus. Tu n'es pas obligé de t'acheter des fringues tous les ans, tu n'es pas obligé de changer ta cuisine tous les ans. Donc, tous ces sujets-là font que la vraie question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on donne des raisons aux gens de se déplacer. Enfin, on est quand même dans un monde où, même si le e-commerce n'a pas mangé le commerce physique, les raisons de se déplacer ou la capacité de faire sans se déplacer, je parle même au bureau, hein, je pense qu'il y a un certain nombre de nos collaborateurs qui font un certain nombre de choses au bureau, c'est pas que sur le canapé. En gros, pourquoi je me déplacerai ? Et sans doute que, là on revient à ce que tu as dit, Christophe, c'est la diversité de l'offre. Alors l'offre étant pas que commerce, mais la diversité de l'offre qui fait qu'on a envie de se déplacer. C'est-à-dire que probablement que dans un certain nombre de lieux, on a eu pendant longtemps une offre trop importante de textiles parce que c'était les bons loyers, etc. C'était une vision qui n'était pas que commerçante, qui était aussi financière, et qu'aujourd'hui, effectivement, sous contrainte, pour se faire se déplacer les gens, et puis dans une logique où, de toute manière, ce qu'on ne peut plus faire hier, c'est-à-dire quand un site était vieillissant, on le déplaçait, en fait. Enfin, quelqu'un d'autre créait autre chose. Ça, c'est fini. Oui, c'est plus ou moins fini parce qu'il n'y a plus la place, en fait. Donc, ce qui fait la contrainte de l'espace et du foncier fait que c'est pas fini parce qu'il y aura toujours, il faut quand même faire vivre, etc. Puis il y aura toujours des gens, il y a des lieux où il y a besoin peut-être en fait, et puis surtout il y aura toujours des acteurs qui vont tenter des choses, mais c'est beaucoup moins violent qu'avant. Et donc là, ce qu'on n'a pas su faire par le passé, c'est de se dire si on fait ça, mathématiquement il y a des endroits où ça va se paupériser, et il faut s'en occuper, on s'en est pas occupé. Donc ça c'est un sujet qui nous est reproché et il faut régler les choses autrement. Mais par contre sur le merch, en fait c'est le sujet du lieu, c'est où est-ce qu'est mon lieu de commerce, quel profil il a. Est-ce que les loisirs, ça a du sens ? Parce que c'est pareil, comme on a mis hier du textile partout, ou de la restauration partout, on ne peut pas mettre du loisir partout. Parce qu'en fait, on part toujours d'acteurs économiques qui ont besoin d'une base. Donc c'est toujours une question d'équilibre. Toujours. Et quand on arrive sur la transformation même du lieu, de l'objet aujourd'hui, comment on intègre à la fois le bailleur, à la fois les enseignes, comment on essaye de emmener tout le monde dans le même bateau ? Parce qu'on a toujours un petit combat entre bailleurs et locataires. Alors ça, c'est notre travail du quotidien finalement, parce que chez nous, on se retrouve à la croisée des besoins, des attentes et des prérogatives des propriétaires et des acteurs, et plus largement, pas seulement des sites qu'on est amené à gérer ou transformer, mais des territoires. Et donc, tout le travail de nos équipes va consister à écouter les besoins du territoire, et au-delà de ça, finalement, on passe aussi l'écriture d'un plan commercial qu'on écrivait avant à un plan des usages, un mix des usages plus qu'à un mix merchandising classique. Et ça vient de l'écoute de toutes les parties prenantes qui peuvent être autour des lieux qu'on est amené à transformer. Comment ça se passe très concrètement quand on transforme, quand on commence à mettre des capex ? Grosso modo, qui paye ? C'est toujours le bailleur ? Comment on intègre et in fine, tu vas me dire que c'est le locataire qui paye sur le loyer à la sortie, très concrètement aujourd'hui. Mais rappelons quand même que le rôle des bailleurs et des gens qui portent ces projets, c'est justement de porter une lourde part du financement de l'outil de travail des commerçants au final. C'est quand même un préfinancement des murs dans lesquels des commerçants viendront exploiter. En fait, ça dépend vraiment de l'échelle des projets. C'est vrai qu'une rénovation de centre commercial, il y a le sujet de la refacturation des travaux qui se pose. Quand on parle d'un investissement à très grande échelle où il s'agit d'aller refaire un site de A à Z, l'idée c'est bien à terme de le rentabiliser en allant chercher des loyers ou des cessions de charges foncières à des promoteurs. Mais non, l'idée n'est pas nécessairement que ce soit le locataire qui paye toute la transformation des sites. Non. Il n'y a pas de solution unique en
fait, on le disait, il n'y a pas de solution sur mesure. C'est-à-dire qu'à la fin, chacun doit trouver son avantage. Si on se place du point de vue du propriétaire, c'est un peu comme on a tous une maison ou un appartement. Certainement ici autour de la table ou à distance pour ceux qui écoutent. Et ben, on n'a pas envie que notre patrimoine se dévalorise. Et donc, parfois, on va être amené à faire un certain nombre d'efforts, y compris financiers, pour pas que ce patrimoine se dévalorise ou qu'il respecte la réglementation ou qu'il amène d'autres choses et qu'il soit plus attractif pour les locataires qui sont à l'intérieur. Donc, c'est vraiment ce juste milieu de respect des intérêts de tous ceux qui sont intégrés au lieu, quoi, finalement. Emmanuel, les commerçants, les enseignes, comment ils accueillent quand il y a un projet de transformation? Est-ce que le premier réflexe, c'est de freiner, non, ne me cassez pas cette dynamique, ou au contraire, c'est d'essayer d'être le plus en amont possible? C'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que nous, on est dans le très court terme. Donc, c'est vrai que la préoccupation majeure des gens, c'est de faire du chiffre d'affaires et qu'ils évoluent plutôt dans le bon sens, ou en tout cas. Et donc, forcément, dans les lieux, mais ça dépasse le cadre du centre commercial. Dans un lieu, si ton chiffre d'affaires est bien orienté, même en interne, c'est compliqué de défendre l'idée de remettre du capex, de tout transformer. Forcément, c'est la logique un peu qui est compliquée. Aujourd'hui, toute la difficulté de tout ça, c'est qu'on est dans un... D'abord, quand on travaille sur des lieux qui se rapprochent de friches, c'est pas du tout la même question que quand on travaille sur des lieux dont la valeur économique perçue d'un côté comme de l'autre est déjà très élevée. C'est-à-dire qu'il y a des bailleurs qui ont des niveaux de patrimoine. Il faut rappeler en plus que la machine immobilière, en termes de valorisation, tu connais ça mieux que moi, elle s'appuie pas, elle n'est pas du tout la même que la machine retail en termes de valorisation d'entreprise. Et donc ça, forcément, on ne se parle pas de la même chose quand on se parle de création de valeur. On disait tout à l'heure dans le titre, qu'est-ce que ça veut dire créer de la valeur? Pour qui? Donc si on se prend sous l'angle propriétaire, il y a d'abord beaucoup de profils de propriétaires. Il y a je dirais malheureusement aussi, beaucoup de propriétaires qui n'ont aucune envie d'investir un euro, parce que tant que ça leur rapporte, sans investir quoi que ce soit, et notamment en périphérie, il y en a plein, parce que le loyer, il est là, le locataire, ça fait 20 ans qu'il est là, qu'il paye son loyer. Le cash flow tombe, j'ai donc pas mis un euro, etc. Je ne paye pas la taxe foncière. Je veux dire, c'est quand même super confortable. Donc pourquoi je vais aller toucher à ça? La seule chose qui fait que je vais y toucher, c'est que je suis attentif à la valeur de mon actif. Donc quand c'est dans un patrimoine plus consolidé ou coté, etc., la manière n'est pas du tout la même, parce que mon risque augmente de voir mon patrimoine baisser. Donc on est dans des mondes très très différents par rapport à ça. Et côté enseigne, il y en a qui s'en fichent un peu de savoir si ça va être transformé. Puis d'autres, c'est vrai qu'il y en a, notamment des grosses surfaces aujourd'hui, qui se disent est-ce que ma surface de demain, c'est toujours aussi gros? Est-ce que mon intérêt de retailer, c'est d'aller vers un format un peu plus petit? Donc ça, quand il y a des conjonctions d'intérêts, forcément, c'est plus facile que quand il y a juste une prise à bail et qu'on se dit mon emmerdement, c'est que le loyer augmente trop vite. Donc si tu penses qu'en plus, ça va le faire augmenter encore plus quand tu investis, ça pose des problèmes. Bon, un lieu qui se transforme, et ça va être ma dernière question, c'est gage de création de valeur ou pas? Je sais, elle est impossible, elle est impossible la réponse. Et d'abord, il faut définir, c'est quoi la création de valeur? Qu'est-ce qu'on entend par création de valeur? Parce que on peut, si je suis côté bailleur, dans nos métiers, penser pérenniser mon cash flow à la valeur, on va dire, profit, mais il faut que, et ça c'est aussi notre travail chez nous, c'est ouvrir quelque part un peu les chakras de tous les propriétaires en disant, au-delà de la valeur profit, le triple impact, il ne faut pas le nier aujourd'hui, il faut l'intégrer de façon à ce que pour la partie environnementale ainsi que la partie sociétale, on intègre des choses. Alors après, chaque bailleur va avoir sa propre stratégie et sa propre appréhension du sujet, mais en tout cas, charge à nous de faire de la pédagogie et d'expliquer comment on peut créer de la valeur autrement que uniquement par la valeur euro à la fin, quoi. De ne pas se limiter au seul PNL. Oui, alors moi je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas bien fait par le passé et qui est notre enjeu collectif. C'est un peu béni oui, enfin un peu peut-être utopiste ce que je veux dire, c'est que en fait on a une image du commerce. On a une image commerce qui n'est pas bonne, en fait, qui est, même territorialement. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vois, même tes papiers, toi, tu as peut-être déjà écrit là-dessus, j'en sais rien, mais la France moche. En fait, c'est toujours, le commerce est toujours appréhendé comme quelque chose qui n'est pas bien. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas su collectivement créer quelque chose qui crée de l'espoir et de l'envie pour demain. On est plutôt sur un sujet de faut en réduire l'impact, faut les contraindre dans les autorisations. C'est plutôt ça, en fait. Donc la confiance entre le territoire et le commerce, c'est pas génial, en fait. Donc ça,
je pense qu'on a un travail commun lorsqu'on réfléchit, et on en a beaucoup parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui n'est pas autour de la table ici, qui est l'élu local. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à emmener les élus locaux, alors je ne parle pas de rénover une petite emprise foncière sur laquelle le mec a le droit à peu près de faire ce qu'il veut. Non, mais sur un projet d'entrée de ville, sur quelque des chose qui va être créateur, alors là pour le coup, de valeur peut-être. C'est-à-dire que si tu réponds à des besoins de logement, si tu réponds à une amélioration de l'espace public ou de la France moche, bah, tu crées de la valeur. Il faut qu'on arrive à faire comprendre qu'on en crée. Parce que s'il faut faire tout ça pour qu'à la fin, tu es toujours moche dans la perception des journalistes ou des... Je ne suis pas journaliste pour Télérama. Non, voilà, exactement. C'est eux qui avaient sorti ça. Et en fait, bah, on aura échoué. Donc ça veut dire qu'on doit créer de la valeur pour les élus, mais pas faire n'importe quoi parce que l'élu a décidé de faire... Parce que ça, c'est l'autre sujet. C'est que c'est pas parce que... c'est dur à convaincre un élu, parce qu'en fait, sa perception du commerce, c'est pas toujours opérationnellement faisable. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, qu'on soit retailer ou propriétaire, c'est pour que derrière, des magasins exploités fonctionnent. Si c'est pour faire des trucs beaux mais qui ne fonctionnent pas, ça n'a aucun sens. Donc avec ce double prisme, le citoyen, visiteur, etc., et puis l'élu, malheureusement, pas malheureusement, parce que son temps est compté. Oui, il faut le convaincre, il faut le convaincre, et il faut espérer, surtout, qu'on soit assez bon pour que celui qui suit soit aussi convaincu. Parce qu'en fait, on ne raisonne jamais sur 5 ans, nous. Quand tu mets en place un truc comme ça, à part tu refais le carrelage, tu te lances pour un projet de 15 ans. Et donc, ce n'est pas une seule mandature. Donc, cette phase-là, je pense que c'est une des plus dures parce qu'il faut convaincre au-delà de dacles et de machins qui c'est facile à écrire sur un bout de papier. Mais en pratique, c'est un des sujets de mise en cohérence qui n'est pas facile. Un très bref complément sur la valeur. Quand même rappeler que le principe du ZAN a tout d'un coup donné de la valeur à des fonciers commerciaux, à des fonciers de friche dont on pouvait penser qu'ils n'en avaient plus, dont ils ne rimaient qu'avec des coûts. Je voudrais aussi ajouter que dans un certain nombre de cas, je pense que les foncières ont quand même commencé à écraser les valorisations petit à petit. Le contexte un peu difficile de marché, de taux de ces dernières années a permis quand même de remettre des actifs à une valeur très basse. Et donc, on s'est aussi redonné des possibilités en termes de, pour le coup, vraiment de création de valeur financière. Il y a des projets aussi très opportunistes, de simple densification, par exemple, de foncier, où pour le coup, ça ne s'accompagne pas forcément d'un impact très destructif sur un actif existant et où il y a vraiment des opportunités de création de valeur relativement faciles à capter. On va rester sur cette notion de création de valeur. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. Merci.